Parler comme je pense. Parler cru. Vous êtes sur Change, le juriste de demain. Le podcast dédié aux acteurs du droit qui va vous sortir de votre zone de confort. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Change. Et je ne remercierai jamais assez celles et ceux qui recommandent ce podcast auprès de leur réseau. Franchement, c'est motivant. Ça donne envie d'aller encore plus loin dans la proposition de valeur. Et nous continuerons à faire des pieds et des mains pour vous débusquer des invités d'exception comme celle que je reçois aujourd'hui. Mais avant d'y venir, je souhaitais vous informer de deux choses au cas où vous auriez manqué de voir nos posts sur LinkedIn. Il y a quelques semaines, nous lancions l'abonnement illimité sur le juriste de demain. En effet, nous proposons deux offres. Premium pour un accès illimité à l'ensemble des cours et donc un fonctionnement en autonomie. Puis Gold pour un accompagnement sur mesure avec un professeur dédié. À l'occasion du lancement, l'abonnement Premium était proposé à un tarif exceptionnel de 234 € à l'année en paiement unique et uniquement pour les 50 premiers abonnés. Bon, c'est vrai que tout est parti en 3 jours et cela nous a vraiment fait plaisir. Et c'est pourquoi j'ai décidé de prolonger cette offre exceptionnelle pour encore quelques temps, avant de revenir au tarif initial. Donc si vous hésitez encore, c'est le moment de vous abonner. Et franchement, promis, vous ne serez pas déçus. Deuxième chose très importante. Nous avons lancé notre premier bootcamp de la saison dédié à la croissance des cabinets d'avocats. En effet, cette formation sera dispensée par l'entreprise Germinal, notre partenaire, que l'on ne présente plus. Grâce à Grégoire Gambato et ses équipes, vous allez découvrir de nouvelles techniques qui vont révolutionner votre système d'acquisition de clients en ligne et bien plus encore. Et oui, quoi de mieux que d'être formé par les meilleurs sur ce sujet. Je vous invite donc à aller sans tarder sur la page dédiée sur le juriste de demain afin de prendre connaissance du programme que nous vous avons concocté. La formation, 100% en ligne, aura lieu du 8 juin au 5 juillet. Et au niveau du prix, nous appliquerons le même principe. Les premiers arrivés bénéficieront d'une remise de 50% sur le prix affiché. Donc inutile de vous dire que c'est limité. Bref, vous savez quoi faire, donc postulez sans attendre. Allez, Change, épisode 8, c'est parti. Vous êtes nombreux à vous poser la question, comment créer du contenu sur les réseaux sociaux lorsque l'on est juriste ou avocat ? C'est vrai qu'il s'agit là d'un exercice particulièrement difficile pour bon nombre de professionnels du droit. Quoi poster ? Quoi dire ? Et surtout, comment s'y prendre ? Enfin, vous pouvez vous poser la question de savoir quel réseau allez-vous utiliser ou privilégier. LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, j'en passe. Dans cet épisode, j'ai l'honneur d'accueillir Sarah Wyss, qui est une juriste d'entreprise et créatrice de contenu juridique sur les réseaux sociaux. Basée en Angleterre, Sarah va nous raconter comment elle a su utiliser les réseaux pour innover au sein de l'écosystème juridique, notamment grâce à la création de contenu. Voici nos échanges. Salut Sarah. Salut Tony. Comment tu vas ? Eh bien écoute, super. Je vais super bien, merci. Comment tu vas ? Moi ça va très bien, hein. Franchement, c'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je vais te laisser t'introduire, comme ça tu vas, enfin en tout cas notre communauté va faire connaissance avec toi, en tout cas pour ceux qui ne te connaissent pas. Eh bien, écoute, allons-y Tony. Alors donc moi, je m'appelle Sarah Wyss et je suis juriste d'entreprise et je suis basée au Royaume-Uni depuis maintenant 5 ans. Donc voilà, ça fait 5 ans que j'ai fait le Brexit à l'envers. Et que j'ai quitté la France pour Londres, voilà. Donc c'est un petit peu mon profil, on va dire plutôt professionnel. Et en parallèle, je crée également du contenu juridique sur les différents réseaux sociaux. Et j'ai vraiment à cœur en fait l'idée de rendre le droit beaucoup plus accessible et voilà. Mais comment t'en es arrivé justement pour là ça fait 50 € au Royaume-Uni, pourquoi tu as quitté la France, pourquoi tu nous as quittés? Alors je vous ai quitté je vous ai quitté parce que là je trouvais pas de travail D'accord. Pour être totalement transparente avec toi. J'ai eu mon diplôme en 2014 et le marché de l'emploi pour les juristes à l'époque n'était pas forcément, pour les jeunes diplômés, n'était pas forcément
exceptionnel. Et du coup, Mhm. je me suis heurtée à pas mal de rejets, etc. Alors que j'avais quand même fait pas mal de stages et j'avais fait une année en alternance. Et du coup, Mhm. j'ai décidé de tenter ma chance de l'autre côté de la Manche. Mhm. Alors, ça n'a pas été facile. J'ai eu pas mal de difficultés aussi. Je raconte Mhm. souvent mon parcours et je parle du parcours de juriste fiasco. Le juriste fiasco. Voilà. Donc c'est le concept, si tu veux, donc du juriste qui sort des bancs de la fac et qui galère pas mal avant de pouvoir s'insérer. D'accord. Voilà. Donc je raconte mon parcours sur les réseaux sociaux, mais c'est ce qui a fait à la base que je suis partie. Euh, Mhm. et finalement, le fait d'avoir quitté la France, ce que ça m'a apporté, quand tu changes d'environnement, d'une manière générale, tu sors de ta zone de confort. Et en sortant de ma zone Exactement. de confort, je me suis aussi rendu compte que le Royaume-Uni m'a permis d'avoir une meilleure vision de qui j'étais en tant que personne. Mhm. Et c'est Mhm. vrai que j'ai une personnalité qui est un petit peu atypique. Enfin, voilà, je ne rentre pas dans la case du juriste austère. Mhm. Et J'adore. voilà, donc tu vas pouvoir noter tous les concepts, hein, juriste Ah fiasco, oui, là, austère. fiasco, juriste austère, c'est vachement intéressant. Mais c'est vrai que j'ai eu des rejets aussi par rapport à ça, hein. Ma personnalité en France était un problème. Et c'est vrai que le fait d'arriver donc au Royaume-Uni et dans un environnement beaucoup plus anglo-saxon, on m'a Mhm. beaucoup plus valorisée sur ce qui faisait que j'étais différente. Voilà. Et le fait d'avoir D'accord. ce type de personnalité n'a posé Mhm. aucun problème. Et je pense que c'est aussi ce que ça m'a apporté, le fait d'avoir quitté la France. Et je pense que l'environnement anglo-saxon est un environnement dans lequel je me sens beaucoup plus à l'aise. Mhm. C'est marrant que tu parles de tout ça, zone de confort, parce que change, c'est vraiment ça en tout cas le statut, quoi. C'est en tout cas l'objectif qu'on veut promouvoir, c'est vraiment aider les professionnels à sortir de leur zone de confort, et tu en es la définition parfaite. Donc c'est super, quoi. Ok, d'accord. Bah écoute, très intéressant tout ça. Bon, comme tu sais, aujourd'hui, on va parler vraiment marketing, communication, content, personal branding. C'est des choses sur lesquelles vraiment, je pense que les avocats ont beaucoup à apprendre. Même si bien évidemment je veux pas les froisser, hein, mais je sais qu'il y en a certains qui y arrivent, en tout cas à produire du contenu de qualité, à faire du marketing, Bien ainsi de sûr. suite. Mais tout de suite là, quel est ton avis? Quel est ton avis sur justement les techniques de marketing, de com que tu vois aujourd'hui auprès des professionnels du droit? Qu'est-ce que tu vois, toi? Quel est ton ressenti? Quelles sont les tendances aussi, surtout? Alors, historiquement, on va dire Mhm. que le contenu juridique sur les réseaux sociaux ou d'une manière générale sur Internet, Mhm. il a plutôt été assez traditionnel. Ça a beaucoup Mhm. été du contenu pensé par des juristes pour les juristes. Donc, je, j'ai encore ce souvenir, je me rappelle à l'époque, je recherchais un article sur la lettre d'intention et j'étais tombée Mhm. sur un article et pour le coup, il était posté sur un site pour entrepreneurs Mhm. et je me souviens avoir lu l'article et il a fallu que je lise l'article plusieurs fois pour le comprendre parce qu'en fait D'accord. c'était un langage super complexe, super juridique, l'article était super long et en fait je me souviens, je m'étais fait la réflexion, je suis allée à la fac de droit, j'ai Mhm. quand même travaillé sur des contrats, etc. Et moi-même j'ai dû le lire plusieurs fois pour comprendre. Et le fait que cet Oui. article soit posté sur un site spécialisé dans l'entrepreneuriat, quelque part, ça m'a gênée parce que je me suis dit, mais un entrepreneur qui n'a aucun background juridique, Mhm. comment est-ce qu'il va arriver Je à comprends. comprendre finalement? Donc, le contenu juridique d'une manière générale, voilà, ce sont des formats assez traditionnels, à savoir des articles à rallonge, rédigés en langage assez complexe et des webinars. Mhm. Voilà, en tout cas, moi, D'accord. c'est ce que j'ai vu beaucoup. Après, Mhm. ce que j'ai récemment constaté, et c'est vraiment une belle nouvelle, c'est une bonne nouvelle dans le sens où j'ai vu quand même certains avocats se diversifier. Oui. Donc en créant des visuels, en essayant d'innover dans leur méthode de communication, etc. Donc je vois qu'il y a quand même aujourd'hui une prise de conscience de la part des professionnels du droit quant à la nécessité de vulgariser le droit. Donc je Mhm. pense qu'on est encore au début de cette tendance, Mhm. Mhm. mais que c'est une tendance qui va continuer, j'espère en tout cas, à se développer.
D'accord. C'est excellent. C'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Je partage ce constat. Hein. À l'international, donc du coup, là effectivement, par rapport à la France, est-ce que tu trouves que les avocats à l'international sont beaucoup plus, on va dire, offensifs dans leur stratégie de com, ou tu trouves que les Français se débrouillent plutôt bien, ou que voilà, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Alors, d'une manière générale, je constate que les Américains sont plus, on va dire qu'ils osent plus que les Anglais déjà. D'accord. Au Royaume-Uni, j'ai encore quand même le sentiment que les formats de communication restent assez traditionnels, Mhm, même si je pense que le milieu anglo-saxon a une certaine, a une meilleure ose enfin, ose beaucoup plus mhm, innover, mhm, parce que l'échec fait partie de l'apprentissage. En tout cas, c'est un concept qui est beaucoup plus intégré dans ce milieu-là. Mais je trouve mhm, que mhm, les Américains ont beaucoup plus d'avance. Donc, je suis pas mal et je discute pas mal avec des avocats américains. Et c'est vrai que eux, ils sont encore dans un autre, dans un autre level, les Américains. J'aime beaucoup leur méthode de communication. Et leur capacité finalement à tester et puis à voir ce qui marche et ce qui marche moins. Donc, je dirais que mhm, les Anglais restent un petit peu en avance quand même parce mhm, qu'on a, mhm. on a vu ces dernières années au Royaume-Uni la présence de ce qu'ils appellent les Alternative Legal Service Providers. Donc, ce sont Exactement. donc les juros, Mhm, les Axiom, etc. Enfin, mhm, on a vu mhm, le développement de ces entreprises voilà, qui essayent un petit peu de simplifier la prestation de services juridiques et de la rendre beaucoup plus efficace. Donc, à ce mhm, niveau-là, ça se développe pas mal. Mais je trouve que la France, en termes de legal tech et en termes aussi d'innovation, se positionne plutôt bien. mhm. Ouais, en plus, tu as touché à un sujet qui me passionne beaucoup, les Alternative Legal Services, surtout la fameuse loi, hein, 2007 et tout ça. C'est vrai que ça serait vachement intéressant justement d'échanger sur l'écosystème Ouais, qui règne justement en termes de régulation. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses à dire en fait sur ce sujet-là, mais je pense que j'enregistrerai certainement un podcast sur ce sujet et ça se trouve on le fera à 3 ou 4. Hein, je t'inviterai. Parce que c'est passionnant et ce sera intéressant d'avoir ton point de vue sur la question. ah, Euh, complètement. les réseaux sociaux, du coup, et le personal branding. J'ai plutôt tendance à m'interroger sur le fait que de savoir est-ce que c'est vraiment un mariage gagnant. Est-ce que aujourd'hui envisager la com vis-à-vis des réseaux sociaux, est-ce que l'impact est positif? Est-ce que en termes de d'investissement, le ROI, est-ce qu'il est là lorsqu'il s'agit de personal branding? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je vais peut-être paraître assez extrême, Tony, sur ce Mhm, sujet, mais pour moi, en fait, on est au-delà du mariage gagnant. Pour moi, les réseaux sociaux aujourd'hui, dans la communication des professionnels du droit, est une nécessité. C'est une nécessité pour pouvoir continuer, entre guillemets, à survivre dans le monde économique qui mhm, nous entoure. mhm, C'est un petit peu comme un, un cabinet d'avocats qui n'aurait pas de site internet. Donc aujourd'hui, ce serait absolument mhm. inacceptable hein, Oui, pour un cabinet d'avocats de ne pas avoir de site internet. Mais c'est vrai. je pense que voilà, dans 5-10 ans, pour un cabinet d'avocats de ne pas avoir une page sur LinkedIn, une page sur Instagram, voilà, Mhm, qui les présente un petit peu, ben, ça va un petit peu être la même réaction que la réaction du public face à l'absence de site internet aujourd'hui. Donc, les mhm, réseaux sociaux, mhm, pour moi, sont une nécessité pour pouvoir mhm, rester à mhm, la page, pour ne pas devenir has-been. mhm, Et le personal branding, mhm, évidemment, va aussi on va un petit peu vers cette tendance aussi, hein, la nécessité aussi pour les avocats de ne pas être que des cabinets, entre guillemets, d'être des personnes morales. L'idée, c'est mhm. aussi d'avoir bah, il y a des gens derrière. Il y a des avocats Ouais. qui ont des challenges, voilà, qui ont des problèmes comme tout le monde, etc. Donc, le fait de pouvoir aussi partager, le fait pour les professionnels du droit de partager leur histoire, de partager leurs challenges, d'essayer Mhm. d'inspirer, etc., ça fait aussi partie pour moi de la visibilité qu'il faut avoir aujourd'hui.
Justement, vulgarisons un tout petit peu. Je me rends compte que personal branding, ça doit parler à certains, mais il y en a peut-être d'autres qui découvrent. Est-ce que tu peux nous définir rapidement ce que c'est que le personal branding? Alors, le personal branding, pour moi, je le définirais vraiment comme une pratique consistant à se promouvoir soi-même, en fait, de promouvoir son Mhm, image, de promouvoir ses compétences mhm, par le biais de techniques marketing. mhm, mhm, Clairement, mhm, si on prend mon exemple sur les réseaux sociaux, euh, le fait pour moi de créer du contenu un petit peu ludique, de créer des visuels en vulgarisant donc des thématiques juridiques, etc., et mhm, ça contribue à construire mon personal brand. Donc, mhm, de sorte à ce que une personne qui me suit sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux, elle sache que Sarah Wyss, c'est celle qui fait des TikTok, c'est celle qui fait des visuels juridiques, c'est celle qui fait des mhm, pizzas RGPD, etc., etc. Enfin, donc, pour mhm, moi, c'est ça, en fait, le mhm. personal Ouais. branding. Effectivement, c'est très clair. C'est marrant. J'étais en train de sourire quand tu disais c'est celle qui fait les TikTok. Ah, Parce que mais, bon, moi, j'ai vu toutes tes vidéos, donc j'ai envie de dire, moi, c'est normal, mais j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent à aller voir justement tes TikTok. En tout cas, pour ceux qui n'auraient pas créé de compte TikTok, je vous invite à aller en créer un et aller voir les vidéos de Sarah. C'est juste hilarious. Franchement, on rigole pendant je sais pas combien de temps, donc tellement c'est drôle. Mais ce qui est génial, c'est que c'est drôle et en plus c'est ludique. C'est-à-dire non, mais tout à qu'effectivement, c'est fait. ultra pertinent. Tout à Euh, fait. Et toi, tu sais, pour la petite histoire, Tony, je ne sais pas si tu suis Alex Sou sur les réseaux sociaux ou en Bien tout cas sûr sur que LinkedIn. si. Bien sûr que si, bien sûr que si, bien sûr que si. Et donc, Il est, en plus, il est en Asie, hein, il est à Singapour. C'est celui qui est à Singapour ou pas du tout? non, 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 il est aux États-Unis, Alex Sou. Ah, j'ai cru que c'était. Ah non, je l'ai confondu avec Eric Sin que je suis aussi. Un Ah, certain d'accord. Non, Eric. non. Donc, Alex Sou, il est aux États-Unis et lui, donc D'accord. c'est un ancien avocat, donc qui est aujourd'hui Head of Business Development pour une legal tech. Donc, Génial. et lui, en fait, bon, il est super connu hein, sur LinkedIn. Et je sais pas si Mhm. parce que bon, je like pas mal son contenu. Et Mhm. il fait des TikTok. Ok. Ok. Voilà, J'ai pas vu. donc il a fait des TikTok. Et en fait, et j'avais une conversation avec lui. Et puis, parce que lui, du coup, son target en termes de clients, ce sont les juristes d'entreprise. Et puis, bah, il m'a dit, c'est suite à, en fait, c'est en regardant tes TikTok que du coup, ça m'a donné envie de créer moi-même Génial. des TikTok et ça m'a inspiré effectivement pour créer du contenu qui parle aux juristes, donc la relation avec les commerciaux, etc. Ouais, c'est marrant, hein. Génial. C'est trop drôle. C'est génial. Donc tu l'as inspiré, quoi. Ouais, c'est ça. Mais il est excellent. C'est-à-dire que certes, je l'ai inspiré, mais enfin, je veux dire, les TikTok qu'il fait aujourd'hui, voilà, ils sont vraiment exceptionnels. Et puis ça montre aussi que voilà, quand on crée du contenu, en fait, eh bien, on innove un petit peu naturellement. Mhm. C'est un petit C'est peu vrai. la beauté de la création de contenu. En fait, c'est qu'au début, on a l'impression qu'on n'a rien à dire, etc. Et puis, ben, Mhm. une fois qu'on s'y met, Mhm. c'est un petit peu comme si la créativité qui était enfouie en nous, et surtout nous, les professionnels du droit, c'est vraiment là où elle se met en marche, en fait. Dès qu'on Oui, c'est essaie clair. de se challenger, de changer son statu quo, Mhm. c'est là voilà, où on va commencer à tester différentes choses, etc. Mais justement, là, en parlant de contenu, franchement, je veux dire, les avocats, ça serait légitime pour eux de se poser la question, mais TikTok, qu'est-ce que je vais faire là-bas, quoi? Bien sûr. Qu'est-ce que tu postes comme contenu? Comment tu arrives à poster du contenu ultra pertinent et rigolo en même temps, de sorte à attirer derrière justement des confrères, des avocats, des juristes qui vont eux liker tes vidéos. Qu'est-ce que tu mets là-bas comme contenu? Alors, pour la petite histoire, Tony, en fait, TikTok, à la base, c'était un essai. Vraiment, c'était un test. Je ne Mhm, pensais même pas que ça allait marcher. Je suis mhm, allée sur la plateforme et puis je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de créer une vidéo en gros, sur le juriste, on va dire l'image du juriste et le juriste en réalité, etc. Et donc, j'ai commencé à mhm, mettre des photos du RGPD, de contrats, etc. dans la vidéo, etc. Et mhm, donc, je l'ai posté sur TikTok.
Et Mhm. ensuite, je l'ai posté sur Instagram. Mais vraiment en me disant, ça va jamais marcher. Mais Ok. j'ai testé. Et en fait, j'ai été mais vraiment surprise par le nombre de réactions sur mon premier TikTok, en fait. Donc autant sur TikTok, voilà, je venais vraiment de commencer, donc j'avais pas du tout d'audience, mais Mhm. sur Instagram, là où j'avais déjà mon contenu visuel, etc. Mhm. Mais le nombre d'interactions et de partages m'a vraiment étonnée. Mhm. Et vraiment dans le sens positif. Et en fait, je me suis dit, en fait, non, le TikTok, ça marche aussi pour les juristes. Et Wow. moi, comme je suis juriste d'entreprise, je parle de ce que je connais, à savoir qu'est-ce que c'est que d'être juriste d'entreprise. Et donc, Mhm. voilà, tu as dû le voir dans les Ouais. vidéos, mais je parle beaucoup de la Mhm. relation avec les commerciaux, les opérationnels, le fait de manquer de reconnaissance, etc. Mhm. D'avoir Mhm. travaillé 8 heures sur un contrat et au final de n'avoir aucun remerciement. Voilà, donc je parle de toutes ces choses-là, donc je parle des pain points, comme disent Mhm. les Anglais, donc vraiment les points, entre Mhm. guillemets, qui frustrent les juristes, et donc du coup les juristes se reconnaissent dans le contenu, Mhm. et puis finissent voilà, en fait, Mhm. l'idée vraiment, quand tu crées du contenu, c'est ça, c'est d'identifier quel est ton target, quelle est Mhm. ton audience, en fait. Ouais, Et donc moi, ouais. mes Mhm. TikTok, c'est principalement les professionnels du droit, et les professionnels du droit se reconnaissent dedans, et c'est ce qui fait que le contenu marche. C'est génial, c'est excellent. C'est vrai que le fait d'identifier des pain points pour justement en faire des vidéos et expliquer les raisons de ces pain points et comment résoudre les problématiques, c'est vrai que c'est vraiment un bon début de réflexion pour produire du contenu complètement. Tout à fait. Euh, et du coup, c'est exactement ce que tu fais sur Instagram, sur Twitter, sur tous les réseaux. T'es sur Facebook aussi? Pas vraiment, non. Pas vraiment. D'accord. Je suis pas tellement sur Facebook. Facebook, pour moi, Mhm. c'est un réseau social qui a toute sa place, hein, mais c'est un format qui est différent. J'ai l'impression que sur Facebook, ce qui marche mieux, ce sont les groupes. Ce sont les groupes D'accord. Facebook. Donc, effectivement, quand tu arrives à... D'ailleurs, c'est vrai que j'y avais jamais pensé, mais j'aurais pu, Mhm. par exemple, effectivement, créer un groupe Facebook pour les juristes, voilà, pour qu'on puisse partager un petit peu nos Mhm. expériences, etc. Enfin, voilà, donc, Mhm. si j'étais amenée à vraiment utiliser Facebook demain, je pense que c'est ce que je ferais. D'accord. Je ferais D'accord. un groupe, voilà, pour la communauté afin d'échanger sur nos difficultés, nos challenges, etc. Mhm. Il y a un nouvel arrivé qui est présent maintenant, qui s'appelle Clubhouse, et ça fait beaucoup parler, beaucoup de bruit autour de cette application. Tu y es, toi? Oui, ah ouais, D'accord. je suis sûre Et du qu'elle coup, va. explique-nous en fait aujourd'hui déjà pourquoi faut y aller, parce que je pense que les gens se posent la question. Hein, les professionnels doivent se dire mais pourquoi je dois aller sur Clubhouse? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? C'est que l'outil, comment il fonctionne. C'est vrai que ça serait bien aussi que tu nous fasses un peu un petit tour d'horizon sur Clubhouse. Alors, Donc voilà, parle-nous-en un peu. super. Alors, Clubhouse, c'est super facile à utiliser. Donc, en fait, si tu veux, tu te connectes sur Clubhouse, tu vas dessus et tu as un concept de rooms. Mhm. Et en fait, D'accord. chaque room a une thématique particulière donc, que tu peux rejoindre. Et en fait, donc, tu rejoins cette room. Mhm. C'est comme si tu allais à un event, en fait. Imagine que tu vas dans un event et que l'event, il est séparé en différentes rooms qui portent sur différentes thématiques et que toi, tu arrives et tu commences à parler avec des gens. Et là, c'est vraiment la même chose, sauf que tout est online, en fait. Tu D'accord. prends ton téléphone et tu commences à discuter. Donc, au début, tu arrives et donc, tu es un listener. Donc, tu Mhm. écoutes un petit peu ce qui se passe. Et puis, tu as la possibilité donc de lever la main. Et donc, la personne qui est en charge de cette room, elle te fait Mhm. monter donc, ce qu'ils appellent on stage. Et puis, tu peux commencer à discuter avec d'autres intervenants, etc. Donc, voilà. Donc, Mhm. Clubhouse, pour des professionnels du droit, pour des avocats, etc., enfin, Mhm. je pense qu'il y a vraiment un potentiel. Si on prend l'exemple d'un avocat en droit du travail, Mhm. il pourrait demain aller sur Clubhouse et faire une room qui va porter sur euh, les choses à savoir sur le licenciement. Mhm. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Donc, Oui, bien sûr. voilà. Et pareil pour un avocat qui serait spécialisé
en droit de l'entreprise en difficulté, voilà, qui va pouvoir Mhm. parler de liquidation judiciaire, redressement, ou quelqu'un qui est spécialisé, un avocat en droit de la famille, qui va pouvoir aller sur Clubhouse et faire sa room sur les divorces, par exemple. Mhm. Donc c'est Effectivement. vraiment Clubhouse, pour moi, c'est l'opportunité vraiment pour n'importe quel avocat d'aller démontrer son expertise et de générer du lead, tout simplement, de générer Mhm. Mhm. des prospects, voire même des clients potentiels. Et même si les personnes qui sont dans la room n'ont pas forcément un besoin, ben, Mhm. qu'elles vont connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est, qui est en train de divorcer, Ouais. etc. Donc Mhm. voilà, pour moi, Clubhouse, c'est un moyen assez intéressant de développer une clientèle. Mhm. Mais du coup, je pense au fait que ce soit en ligne et que effectivement tout un chacun pourrait intervenir. Quelle est la différence entre Clubhouse finalement et un webinaire en fait que pourrait organiser justement cet avocat en droit du travail? Alors, la flexibilité, et c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné de Clubhouse, c'est qu'en fait, tu te Mhm. connectes un petit peu quand tu veux. Donc, en fait, tu y vas Mhm. et tu vas pouvoir voir toutes les rooms qui t'intéressent sur ton profil, en fait. Et tu cliques, tu rejoins la room, Mhm. tu peux Mhm. rester 30 secondes si ça t'intéresse pas, tu peux repartir, tu peux aller dans une autre room, etc. Donc, c'est la flexibilité, c'est le temps réel aussi. Et puis, ben, le webinaire, si tu veux, tu vas avoir une présentation donc avec des avocats qui vont présenter certains points, mais c'est à une heure précise. Et il n'y a pas vraiment. Alors, il peut y avoir de l'interaction à la fin, mais tu as déjà préparé ton contenu en amont. Oui. Alors que Clubhouse, ça permet vraiment aux gens d'interagir avec toi en temps réel sur leurs besoins. Mhm. Mhm. Donc, c'est beaucoup plus interactif, ça rend l'expérience, je trouve, beaucoup plus agréable et humaine. Mhm. Et dans le même temps, ça permet aussi à l'avocat de cibler quels sont les domaines qui vont intéresser une audience. C'est Donc, vrai. si on prend encore une fois l'exemple pardon, d'un avocat en droit de la famille, Mhm. on va dire qu'il va essayer une room sur les divorces. Bon, il Mhm. va voir qu'il a énormément d'engagement, etc. Et la semaine d'après, il va essayer de faire une room sur la garde des enfants. Et là, bizarrement, il y a beaucoup moins d'interactions, beaucoup moins de personnes qui arrivent, etc. Donc déjà, il va savoir qu'il y a potentiellement Mhm. peut-être plus de gens intéressés par rapport Mhm. au divorce en particulier. Donc ça permet vraiment de sonder quelque part, de sonder l'audience, d'essayer de comprendre Leurs quels sont leurs besoins. pain points, etc. Mhm. Et de pouvoir produire ensuite du contenu en fonction. Donc voilà, c'est un petit peu un Mhm. exemple extrême, mais ça te permet Ouais, c'est. je Mhm. pense, de voir un petit peu comment Clubhouse peut être mobilisé pour les avocats. C'est très intéressant. Et du coup, ce qui veut dire que il y a des heures d'audience. C'est-à-dire qu'il y a des, en fait, je pense qu'il y a des recommandations sur, faut se connecter finalement à telle heure parce qu'il y aura plus de rooms. Par exemple, j'imagine que si on se connecte sur Clubhouse à minuit, il y aura très peu de rooms, quoi. Enfin, Oui, je veux dire, c'est un peu ça l'idée. Donc c'est vrai que je pense que ça doit pas être évident finalement de choisir le créneau horaire justement sur lequel faut lancer sa room parce qu'en réalité tout va dépendre de l'affluence qui sera disponible quoi, qui sera sur place. alors l'avantage que tu as sur Clubhouse, c'est que tu peux programmer des rooms. Donc au Ok. début, quand tu vas sur Clubhouse, tu expérimentes un petit peu le concept, tu navigues dans les rooms, etc. Et en fait, je dirais que dans toute démarche de création de contenu, euh, Mhm. de production de contenu à valeur ajoutée, il faut tester. Ouais. Et peut-être que dans la première room sur le divorce, il va, voilà, c'est la première. Bon, tu vas essayer de la programmer à une heure que tu estimes euh, voilà, idéale, entre guillemets, pour que les gens puissent se rejoindre la room, etc. Bon, tu vas peut-être Mhm. avoir une ou deux personnes qui vont se connecter et puis c'est tout. Mais c'est pas grave. En Mhm. fait, l'idée, c'est vraiment de tester. Mhm. Donc, une fois que tu as compris que je sais pas, le jeudi soir, c'était peut-être pas forcément le meilleur créneau, et la semaine d'après, tu fais une room le samedi matin, par exemple. Mhm. Mhm. Tu essayes de voir un petit peu ce qui marche. Bien Donc, sûr. l'idée, je pense, c'est vraiment d'expérimenter, de ne pas se dire que tout va marcher du premier coup. Quand on est dans une démarche de création de contenu, c'est une approche
Ouais. sur le long terme. Et ça, vraiment, c'est valable pour tous les réseaux sociaux, que ce soit Clubhouse ou Instagram, TikTok, etc. Mhm. Mais à mon sens, tous les réseaux ont une valeur ajoutée qui est différente et elle devrait être exploitée. Un petit break pour rappeler que ce podcast est sponsorisé par le Juriste de demain, une plateforme qui propose des cours en ligne et parcours certifiants permettant d'acquérir des compétences business, technologiques et soft skills dans l'industrie du droit. N'attendez pas, la création de compte est totalement gratuite. Rendez-vous sur lejuristededemain.com. Ouais, c'est comme je dis souvent, c'est faut test and learn quoi. C'est C'est ça. dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on essaie de créer. En tout cas, il faut tester et essayer de voilà de pivoter, de changer, d'améliorer. C'est vraiment je pense la bonne approche. C'est ça. Mais du coup, franchement, Clubhouse, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, c'est fou quand même parce que si on veut créer du contenu, ça veut dire que du coup, on doit passer énormément de temps dessus, quoi, pour la création, je veux dire. Et comment on fait en fait? Imagine, tu vois, je suis seul, j'ai mon cabinet, je fais mon activité en fait, hein, mon activité d'avocat, je travaille pour mes clients, et ainsi de suite. À quel moment je peux me poser, trouver le temps pour être inspiré et créer du contenu? Comment tu conseillerais un avocat pour qu'il puisse, en fait, trouver du temps pour s'organiser et produire ce contenu? Parce que c'est vrai que c'est toute la difficulté, je pense aussi. Hein. Je pense que les professionnels ils doivent se dire mais ok, c'est bien beau les réseaux, c'est super, mais ça veut dire il faut y être tout le temps. Déjà, il y a ce biais là, tout le monde pense qu'il faut y être tout le temps. Moi, je pense pas qu'il faut y être tout le temps, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent que pour que ça marche, en fait, il faut y être tout le temps. Et c'est vrai que la question du retour sur investissement, elle est fondamentale, quoi. À partir de quel moment, en fait, on peut se dire que j'agis ou je suis sur les réseaux sociaux et quelque part, ça se transforme derrière par du business concret, quoi. Il y a des prospects qui arrivent, il y a des visites sur mon site, il y a du trafic. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de tout ça et comment tu pourrais conseiller justement ces professionnels pour que ils atteignent leurs objectifs? Alors, les Anglais disent souvent something has to give. Et Ouais. je pense que l'équivalent français, ce serait on n'a rien sans rien. La création de contenu, c'est de l'investissement à long terme. Voilà, donc il n'y a pas d'overnight success. Je pense que ce qui est clé quand on envisage de se lancer, c'est d'être constant. Ça ne veut pas dire publier tous les jours. Je pense qu'on peut être flexible. Par exemple, moi, clairement, je ne publie pas tous les jours. Mais l'idée, voilà, c'est juste d'être constant et d'adapter finalement le rythme de ses publications à son propre agenda. Mais la réserve que j'aurais ici, c'est qu'il faut quand même que ce soit raisonnable. Parce que si on se dit, bon, voilà, j'ai pas vraiment le temps, donc je vais faire un visuel ou un article par mois, forcément, le retour sur investissement, il va pas du tout. Enfin, bon, déjà, c'est une vision à long terme, mais là, ce n'est pas assez. Il faut quand même avoir un certain volume de contenu. Déjà, pour pouvoir tester un petit peu l'audience, pour pouvoir identifier ce que l'audience préfère en termes de format, en termes de thème, etc. Et puis, surtout pour construire sa visibilité. Donc, il faut quand même avoir une certaine régularité, mais ça ne veut pas dire tous les jours. Donc, je pense qu'il y a un élément de flexibilité, mais dans la limite du raisonnable. Voilà, poster un post Instagram une fois par mois, clairement, c'est vraiment pas assez. Voilà. Sur LinkedIn, c'est probablement plus raisonnable, voilà, de poster une fois toutes les 2 semaines et une fois par mois. Donc, ça dépend vraiment du réseau social, en fait. Donc, mais voilà, il faut être constant, il faut vraiment envisager cet exercice comme un investissement sur le long terme. Et pour répondre à ta question sur à quel moment est-ce que mes actions vont être rentables, en fait, il n'y a pas de moment magique. Hein, c'est vraiment, tout le monde est différent. En tout cas, quand je parle à d'autres personnes qui créent du contenu, souvent, on arrive un petit peu avec le même constat. C'est qu'on parle d'années, hein, clairement. Personnellement, je crée du contenu depuis pas mal d'années et c'est le cas aussi d'autres personnes dans le milieu. Donc voilà, c'est un investissement sur le long terme. Il faut être patient. Il faut vraiment faire preuve de régularité.
Mhm. Et l'impact, il peut se manifester sous différentes formes. Ça ne veut pas dire que vous allez signer un client demain. Voilà. Oui, Mais d'accord. le fait de développer sa visibilité, de voir que son nombre d'abonnés grandit, le fait de développer son réseau, de rencontrer de nouvelles personnes, le fait d'être approché pour envisager des collaborations, Mhm. par exemple, le fait Mhm. d'avoir des recommandations ou d'avoir des personnes qui vous contactent en vous disant ah ben voilà je suis tombée sur votre article ou je suis tombée sur votre visuel qui parle de ça. Bon ben voilà, Mhm. ce sont des preuves vivantes que ça fonctionne. Et finalement, Mhm. Mhm. pour moi, c'est vraiment un condensé de toutes ces choses-là qui vont faire que un professionnel du droit va pouvoir développer ses opportunités d'affaires. Mhm. Mhm. Et puis, je rajouterais que je pense que ces actions, il faudrait les intégrer nativement dans le business, en fait. Bien C'est-à-dire sûr, ne pas nécessairement se dire que il y a un retour sur investissement qui va être, comme tu dis, immédiat, tout de suite, demain. Voilà. En fait, non, c'est juste que ça fait partie d'un business, c'est ça. comme lorsqu'on fait un business, ben, il faut une compta, Voilà, exactement. voilà, faut des outils, il faut ceci, il faut cela. Et Exactement. je pense que faut prendre, je pense, les réseaux sociaux. En tout cas, faut aborder les réseaux sociaux sous ce prisme-là et se dire que bah, ça, c'est une brique qui est indispensable Et aujourd'hui. Donc, voilà, exactement. qu'elle apporte ou pas, en tout cas, il faut le faire, quoi. Exactement. Il faut changer le, il faut shifter le mindset en fait. Ce n'est Ouais. plus ce n'est plus un nice to have. C'est aujourd'hui indispensable si on veut pouvoir se démarquer. Alors je ne connais pas le nombre d'avocats en France, mais voilà, quelle va être la différence entre deux cabinets d'avocats en droit du travail? Oui. Qu'est-ce qui les Ils sont plus de 56 000 aujourd'hui. Voilà, donc tu t'imagines un petit peu 56 000 cabinets d'avocats. Qu'est-ce qui va faire que je vais aller chez un tel plutôt qu'un tel? Ben, c'est évidemment, c'est la visibilité. C'est le fait que quand je vais googler ou que je vais checker euh, ce cabinet d'avocats, ben, que j'arrive Mhm. à trouver les collaborateurs, que je vois que les collaborateurs, ils créent du contenu eux-mêmes, par exemple, et puis ben, qui parlent, enfin, voilà, qui parlent, enfin, qui font même du storytelling, par exemple, ou ça peut même être via la page LinkedIn du cabinet qui va être assez fournie, etc. Donc il y a différentes façons de développer sa visibilité, mais de ne pas du tout en avoir, pour moi, aujourd'hui, est un détriment. Oui, clairement, clairement. Et pas que Je pour les viens cabinets, d'ailleurs, pour les professionnels du droit en général, même à titre personnel. exactement. Je viens de dire une boutade. En fait, ils sont plus que 56 000. Ils sont 69 900. Ah oui, ah oui. Ouais, Et donc, bon, voilà. donc, Il y a, raison de plus, en fait. Comment est-ce qu'on se diversifie? Comment est-ce qu'on se démarque? Enfin, voilà, comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que un prospect potentiel, il va aller chez moi plutôt que chez le voisin? Mhm, Et mhm. d'autres secteurs le font très bien. Voilà, pourquoi est-ce Bien que je sûr. vais chez Apple et pas Samsung? Mhm. C'est énormément de marketing, hein. C'est clair, c'est vrai, tu as parfaitement raison. C'est vachement intéressant en fait tout ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est des sujets sur lesquels, en tout cas, je vois souvent des articles passer sur justement les réseaux sociaux et tout, mais comment tu l'abordes, comment ton prisme est vachement pertinent en fait. Et c'est vrai que c'est une approche que je ne vois pas souvent. Non, c'est top, passionnant. Euh, du coup, comme ça, est-ce que tu as vu dernièrement en fait des stratégies de com de la part de professionnels du droit qui t'ont marqué? Tu t'es dit ah eux ils sont forts, ils ont fait vraiment quelque chose d'original. Est-ce que tu as vu des choses comme ça aujourd'hui? Alors, en termes de cabinet d'avocats de manière spécifique, je pense que le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est le cabinet Bold. Mhm, oui. C'est le cabinet Bold. Alors, Mhm, j'imagine qu'ils ne vont pas mettre tout le monde d'accord parce qu'ils ont mhm. vraiment, pour le coup, une stratégie qui est bold, hein, comme leur nom l'indique, quoi. Enfin, voilà. Oui. Et je crois qu'en plus, ils ont redesigné leur site internet Effectivement. récemment, etc. Et de Mhm, mémoire, hein, si mes souvenirs sont bons, ils tutoient le prospect mhm. Oui. sur le site internet. Alors, Mhm, je pense que dans les cabinets d'avocats, c'est vraiment du jamais vu. Donc, pour le coup, voilà, mhm. ils misent vraiment sur cette stratégie d'être différent, en Personnalisation, fait. ouais, ouais, c'est Voilà, ciblé. tout à fait. Mhm, Après, j'imagine qu'ils ne vont pas. Et
c'est le cas dans la création de contenu. En fait, tu n'attireras jamais tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc, ils ne vont pas attirer toute typologie de clients. Et ça ne veut pas dire que tous les cabinets d'avocats devraient devenir comme Bold. Voilà, eux, c'est leur positionnement. Donc, j'imagine que leur population en termes de prospects et de clients, ça va être des startups, ça va être des entrepreneurs voilà, qui sont à la recherche d'un business partner via leur avocat, etc. Enfin, voilà, c'est une clientèle qui est probablement différente des professions libérales, du médecin, de l'architecte ou des entreprises comme des banques, etc. Enfin, voilà. C'est un exemple, mais bon, je trouve qu'ils sont vraiment très, très bons. Je trouve qu'ils sont vraiment bons en communication, en positionnement. Je vois qu'ils exploitent de plus en plus le format carousel sur LinkedIn, qui est un format qui fonctionne super bien. Voilà, En quoi ça consiste le format carousel pour donc ceux le qui format ne carousel, en fait, connaissent pas? c'est quand tu juxtaposes des images, en fait, D'accord. alors, je saurais même pas comment te l'expliquer de manière simple, mais en fait, tu sais, c'est quand tu vas sur LinkedIn et que tu as quelqu'un qui poste une image et qu'ensuite tu as des slides, en fait. Donc, c'est Slide, ouais. des slides D'accord. qui sont juxtaposés. Donc, ensuite, avec ton doigt, donc, tu arrives à faire défiler les slides. Donc, c'est un petit peu un PowerPoint, mais joli. Voilà, c'est pas le D'accord. PowerPoint moche dont on a tous l'habitude avec du Times New Roman en police. C'est C'est souvent clair. visuel, c'est souvent Ok. visuel, c'est assez impactant, etc. Donc je crois que Bold utilise pas mal cette technique. Mais d'une manière générale, je pense qu'il faut diversifier. Tout simplement, ça ne veut pas dire que les cabinets d'avocats devraient arrêter de faire des webinars et des articles. Je pense que ce sont des formats qui sont assez pertinents, mais il faut savoir diversifier, il faut savoir innover et il faut savoir parler à son audience de différentes manières et de vraiment tester. Voilà, par rapport à son audience type, qu'est-ce qui plaît et qu'est-ce qui plaît moins, et ensuite capitaliser sur ce qui marche bien. Exactement. J'ai bien aimé dans ce que tu as dit tout à l'heure, à savoir, en fait, on peut pas plaire à tout le monde, quoi. Bien C'est sûr. vrai que c'est très important. Aujourd'hui, quand on est cabinet d'avocat, c'est de définir sa cible et de savoir que, en fait, on a décidé d'adresser une problématique directement envers eux. C'est vrai que c'est important parce que au moins on sait que on est identifié à tel niveau, tel secteur, telle activité, ainsi de suite. Et c'est vrai que ça permet vraiment de se concentrer sur la valeur ajoutée qu'on apporte. Voilà, tout à fait. Ok, ok. On est arrivé à la partie du podcast où là, en fait, c'est du cas pratique. Hein. C'est vraiment, comme je disais au début, c'est vraiment donner des tips. Voilà, on va donner des tips vraiment à nos auditeurs et c'est vraiment le but. Donc, alors, je te la fais court. Donc, je suis avocat aujourd'hui, je crée mon cabinet. Quelles sont les stratégies de com et de marketing que je pourrais mettre en place pour avoir de l'impact tout de suite, tu vois, un truc vraiment dont tu sais que toi, de par ton expérience, tu sais que ça a marché, ou en tout cas, ça va augmenter la visibilité du cabinet. Ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est en termes de personal branding, qu'est-ce que tu pourrais rajouter en supplément? C'est-à-dire comment on pourrait effectivement le travailler tout de suite de sorte à ce que ce soit impactant. Voilà, si tu peux nous donner 3 ou 4 stratégies, ça serait super parce que je sais que les gens vont se précipiter à vouloir tester et puis apprendre, quoi. Alors, en termes de stratégie, alors déjà, avant même de commencer à créer quoi que ce soit, déjà, il faut identifier son audience. À qui est-ce qu'on souhaite s'adresser? Est-ce qu'on s'adresse à des entrepreneurs? Est-ce qu'on s'adresse à des juristes d'entreprise? Est-ce qu'on s'adresse à des professions libérales? Donc déjà, identifier son audience est essentiel. Pourquoi? Parce que en fonction de l'audience qu'on a en tête, déjà, ça va permettre à cet avocat d'identifier quelles sont les thématiques, donc quelle va être finalement la matière sur laquelle le contenu va se baser, et ensuite quel va être le format le plus approprié, ou ou les formats. Voilà. Personnellement, je suis une fan de la diversification, mais voilà. Donc, en gros, étape numéro 1, c'est ça. Qui est l'audience? Et identifier à partir de l'audience, voilà, quels vont être les centres d'intérêt. Et ensuite, comment je peux ensuite arriver à créer du contenu sur la base de ces centres d'intérêt-là pour attirer mon audience.
Est-ce que je dois vérifier finalement, si j'ai déterminé effectivement l'audience, je dois vérifier sur quel réseau ils sont les plus présents, c'est ça? C'est assez difficile, je pense, de vérifier. En fait, D'accord. l'étape numéro 2, à Mhm, mon sens, ça va être tout simplement de créer du contenu et de tester. mhm, Et de tester sur différents réseaux. Donc, pas que LinkedIn. Euh, voilà. Après, ça ne veut pas dire aller. Alors, idéalement, voilà, je dirais qu'il faudrait aller sur tous les réseaux, mais si on n'est pas à l'aise avec Twitter ou avec Clubhouse, par exemple, bon, bah, mhm, ok, on peut. Je vais commencer par LinkedIn parce que voilà, mon target, ce sont les juristes d'entreprise. Il y a beaucoup de juristes sur LinkedIn. Donc voilà, je mhm, vais commencer là et je vais voir un petit peu comment les juristes réagissent, voilà, s'il y a de l'interaction, etc. Mais je suis une fan vraiment de diversifier les réseaux. mhm, mhm, Mais au moins, voilà, si vous voulez pas être partout, essayez au moins d'être sur 2 réseaux, etc. Et ensuite mhm, tester. Et le fait mhm, de tester et de créer du contenu sur ces réseaux-là et de le poster, ça va permettre vraiment de voir effectivement s'il y a de l'attraction, si l'audience mhm, en question est effectivement présente, si ça l'intéresse, etc. Et vraiment, il n'y a pas de recette miracle. En fait, c'est par le fait de tester et le fait d'adapter son approche et sa stratégie et son contenu qu'on va mhm. réussir petit à petit, c'est un petit peu l'effet entonnoir et qu'on va réussir à cibler vraiment ce qui parle, ce qui va parler aux juristes, d'entreprise par exemple, etc. Mhm, mhm, Donc voilà, donc on identifie son audience, on mhm. crée son contenu, on Ouais. poste son contenu sur les différents réseaux sociaux pour tester un petit peu voilà, quelle est l'attraction et ensuite on adapte son approche. Quand je Mhm, parle de créer son contenu, encore une fois, un petit peu à l'image des réseaux sociaux, je recommande aussi de diversifier les formats. Donc imaginons que ce cabinet, ou que cet avocat, voilà, il rédige des articles. Il a déjà 2, 3 articles qu'il a déjà rédigés. ah oui, il fait que ça, hein. Il rédigeait énormément d'articles sur des jurisprudences, tout ça. Franchement, il en a plein. Et ben, en fait, ces articles-là, si tu veux, ça va pouvoir servir de macro contents Mhm. et pour pouvoir, en fait, donc c'est un petit peu la méthode Gary Vee. Je ne sais pas si tu connais Gary Vee. Non, pas du tout. Donc Gary Vee, c'est un influenceur dans tout ce qui est digital marketing et il a aussi son agence voilà, et il donne cette technique-là. En fait, plutôt que d'essayer d'inventer l'eau chaude à chaque fois, Mhm, mhm, eh ben, si tu as déjà un macro content, donc dans cet exemple-là, des articles avec plein de jurisprudence, etc., eh ben, mhm, essaye de prendre les 2, 3 points super importants de l'article et de mhm. transformer ça en carrousel. Ça te donne un nouveau contenu sur la base de ton macro content. Donc, ça te donne un micro content. Excellent. Donc, tu le transformes en carrousel sur les réseaux sociaux et tu postes ça sur LinkedIn et sur Instagram, par exemple. Ensuite, Excellent. tu peux, avec cet article aussi, encore une fois, parler de la même thématique, mais sous format d'une courte vidéo. Et les Mhm, vidéos courtes sur LinkedIn, ça marche super bien. Ce qu'ils appellent l'organic reach, donc mhm, la visibilité naturelle en fait générée par LinkedIn dans les vidéos courtes, elle est assez intéressante. Avec une vidéo, tu peux mhm. générer très très facilement des centaines voire des milliers de vues. Donc encore une D'accord. fois, ton macro content c'est l'article. Tu reprends les key takeaways, tu les mets sous format carrousel. Et Mhm, je ne sais pas, sur une jurisprudence en particulier que tu as citée dans l'article, pourquoi mhm, pas mhm. en parler en vidéo, par exemple. Donc déjà, tu passes de un content à 3 contents, C'est clair. tu vois. Mhm, mhm, Donc ça, pour moi, ce serait vraiment la façon de faire. Et puis, idéalement, diversifier les réseaux sociaux et adapter son contenu. Donc, si on reprend mhm, l'exemple de cet article, sur Clubhouse, tu peux pas mhm. poster un article, c'est pas du tout Ouais. l'objet, mais tu peux faire une room sur la thématique de cet article. Et encore une fois, tu as déjà le background juridique, tu as déjà toute l'information. Donc, la seule chose que tu fais C'est là, clair. c'est organiser une room pour discuter de la thématique en question. J'adore ton tips. Attends, non mais sans déconner, il est extrêmement opérationnel et en fait, il peut être mis en œuvre tout de suite, quoi. C'est dans le C'est ça, sens où c'est vrai que voilà, il y a beaucoup d'avocats qui rédigent beaucoup d'articles et c'est c'est ça. vrai que par exemple ces articles, ben en fait, ça va être effectivement des revues de jurisprudence, des analyses, tout ça et c'est vrai qu'ils ont souvent tendance à les poster sur LinkedIn, mais je me dis
utiliser finalement ton tips en transformant finalement ces contenus-là différemment, en les proposant différemment, notamment via Carousel, et les poster aussi sous forme d'image sur Instagram, c'est génial parce que ça leur permet de proposer ce contenu différemment sur d'autres plateformes. Donc, je trouve ça génial. Exactement. Génial. En fait, c'est un petit peu ce qui dissuade, j'imagine, les professionnels du droit parce qu'ils envisagent la création de contenu comme un exercice en fait, où à chaque fois tu dois réinventer, enfin tu dois inventer l'eau chaude, tu dois arriver avec des nouvelles idées, etc. Alors que non, pas du tout. En fait, vous avez déjà plein d'articles. Voilà, donc essayez de partir de là. Et ensuite, faites-en des carousels, faites-en des vidéos, faites-en des rooms à thème sur Clubhouse. Vous pouvez même sur Twitter en faire un thread, donc engager une conversation sur cette thématique-là. Voilà, proposer le format visuel si vous avez un compte Instagram, etc. Donc, voilà, moi, ce serait vraiment la stratégie en termes de création de contenu et ça permet de créer beaucoup de contenu en ayant déjà la base déjà existante, quoi. Et si j'ai pas maintenant, imaginons j'ai pas écrit d'article, tout ça, j'ai pas encore, voilà, j'ai encore rien à ce niveau-là. Est-ce que je peux parler de moi? Est-ce que tu penses que parler de soi-même, de son état d'esprit, de ce qu'on pense, de s'exprimer personnellement sur les réseaux, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Tout à fait. Alors, donc ça, ce serait plus effectivement le storytelling qui marche super bien, qui marche très bien d'ailleurs sur LinkedIn. Alors après, il faut trouver quand même, je pense, la limite à ne pas dépasser parce que LinkedIn, ce n'est pas Facebook. Mais le fait de faire du storytelling, voilà, si on prend encore une fois l'exemple de l'avocat qui se lance, c'est le fait de prendre des photos des différents steps de l'évolution du cabinet, de présenter ses collaborateurs, de parler de manière assez transparente et authentique de ses challenges en tant que cabinet, le fait de payer beaucoup de taxes, etc. Enfin, voilà, je pense que ce sont des choses qui vont intéresser aussi. Voilà, le fait de savoir que John n'est pas qu'un avocat. John est un être humain, voilà, qui est, by the way, entrepreneur aussi. Et que voilà, que les avocats, ça permet, je pense, de réconcilier un peu l'image du public avec l'avocat. On a souvent cette image de l'avocat, ouais, de l'avocat assez rigide, etc., qui n'a pas du tout d'émotion, alors que pas du tout. Et c'est là où le personal brand et le storytelling peuvent vraiment, je pense, enrichir la visibilité du cabinet et de le rendre beaucoup plus accessible aussi. Vachement intéressant. Ok, je pense que c'est des bons tips pour démarrer. Je pense que c'est très concret et ça peut être très impactant rapidement. Écoute, franchement, je pense qu'on a tellement parlé là, je me rends compte que le temps y passe. On arrive bientôt à l'heure d'enregistrement. J'ai peut-être une dernière question et c'est vrai que j'aimerais bien qu'on aborde ce thème. J'aimerais bien qu'on parle d'innovation. Qu'est-ce que pour toi aujourd'hui l'innovation dans l'industrie du droit et comment tu penses que les tendances évolueront d'ici une dizaine d'années? Quel est ton ressenti? C'est vrai que c'est une question très générale. Je me rends compte en te posant la question qu'elle est super large, mais je te laisse le choix, toi, d'affiner là où ça t'intéresse, là où tu penses en tout cas que les choses pourraient évoluer d'ici 10 ans. Alors les choses commencent déjà à évoluer et je pense que le Covid quelque part a probablement accéléré la cadence parce que j'imagine que surtout dans les cabinets d'avocats ou même en entreprise, le fait de faire du télétravail en France, jusqu'à très récemment, je pense que c'était encore assez, je ne dirais pas tabou parce que je pense que certaines entreprises le pratiquent, mais pas aussi démocratisé en fait. Et le Covid et les confinements ont en fait forcé les entreprises et les cabinets à s'adapter, à travailler différemment. Et je pense que ça a permis de faire évoluer aussi les mentalités, déjà par rapport à cette problématique en particulier, pardon. Et d'une manière générale, je pense qu'on a quand même une crise dans le secteur juridique parce que par rapport à d'autres secteurs, si tu prends le secteur de la tech,
c'est une industrie qui n'a vraiment pas bougé tant que ça, en fait. Quand on est encore là à parler de la facturation à l'heure, etc., enfin voilà, c'est un modèle qui est présent depuis, j'imagine, depuis la nuit des temps, tu vois. Donc, Ne m'en parle pas. donc bon, j'espère ne pas me faire d'ennemis dans la communauté des avocats, hein, mais, mais Non, franchement, je pense que maintenant ils sont assez ouverts et ils comprennent effectivement les enjeux qui tournent autour justement de cette facturation horaire. Mais c'est Mais un ouais, exemple parmi d'autres, hein, vraiment. Et bien voilà, sûr. donc je pense qu'on arrive un petit peu à un vrai questionnement, en fait, de l'industrie juridique n'a jamais été pensée pour satisfaire les besoins du client. On n'a jamais eu vraiment cette approche cette user-centric approach. Mhm, Je pense que mhm, l'innovation, c'est un petit peu ça. Et le fait, effectivement, de voir le développement de toutes ces legal tech, de voir des captain contrats, etc. Enfin, de voir toutes ces structures, en fait, qui se sont développées. Elles ne se sont pas développées par hasard. Elles se sont développées parce qu'elles répondaient à un besoin que les cabinets d'avocats n'ont historiquement pas forcément pourvu. Tu vois, donc pour moi, l'innovation, c'est ça, c'est comment est-ce que, en tant que professionnel du droit, on peut faire évoluer les choses et faire de cette industrie une industrie qui est beaucoup plus user-friendly vis-à-vis de nos clients et vis-à-vis des professionnels eux-mêmes. Parce que on n'en parle pas beaucoup, mais qu'on soit en cabinet d'avocat ou qu'on soit en entreprise, on a beaucoup de professionnels du droit qui sont malheureux. Qui ne trouvent pas vraiment, qui sont en burn-out, qui sont peut-être d'une nature assez créatif, ou qui n'ont pas du tout ce sentiment d'appartenance dans l'industrie. Et je trouve ça super dommage. Et en fait, je pense que repenser l'industrie d'une manière générale, à la fois pour les clients et les professionnels du droit, ça va créer, j'espère en tout cas, et on commence déjà à avoir l'émergence de tout ça, mais je pense qu'on va avoir des nouveaux métiers. On voit déjà des cabinets en legal design, par exemple, qui se développent. Ça va donner peut-être lieu à des reconversions professionnelles, mais au lieu de quitter complètement la profession, peut-être qu'on va avoir des professionnels du droit qui vont rester dans l'industrie, mais qui vont faire des choses un petit peu plus différentes, qui ont envie, par exemple, dans mon cas, le fait de rendre le droit beaucoup plus accessible par des visuels, c'est quelque chose qui me parle. Et le faire à titre de métier ou quoi, c'est quelque chose que je pourrais considérer. Donc voilà, je pense qu'on va avoir naître, je pense, des nouveaux métiers, des reconversions, et puis espérons des cabinets d'avocats et des directions juridiques qui aussi vont évoluer vers une meilleure vers un meilleur positionnement et une meilleure satisfaction client. Excellente analyse. Sarah, je te remercie, on est arrivé à la fin. Super. En tout cas, c'était un plaisir, Tony. Et Pareil. pour tout ce que tu fais, je pense que tu es un des exemples en France de comment est-ce qu'on peut envisager les juristes de demain, mais également d'aujourd'hui. Arrête, je vais rougir là. Merci beaucoup, merci à toi. De toutes les façons, on se tient rapidement au courant et puis je te dis à très bientôt. Ça marche. Merci beaucoup, Denis.